Et j'accueille tout de suite Mathieu Staval qui, justement, lui, je pense, trouve ça scandaleux, voire indécent. Bonjour Mathieu Staval, merci d'être avec nous. Alors hier, Carlos Tavares a répondu à cette petite polémique et voilà ce qu'il a déclaré en conférence de presse. D'abord, c'est une dimension contractuelle entre l'entreprise et moi, comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1. C'est une dimension contractuelle, il y a un contrat. Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise. 90%. Donc, ça prouve que les résultats de l'entreprise sont apparemment pas trop mauvais. D'ailleurs, sur ces critères-là, si vous aviez la performance de mes concurrents, le salaire aurait été beaucoup plus faible. Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que c'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai. Alors, si vous estimez que ce n'est pas acceptable, eh bien, faites une loi. Mathieu Stavel, qu'est-ce que vous répondez à Carlos Tavares? Chiche. Chiche. Puisqu'il nous dit des choses qui sont assez vraies. Il dit, moi, je suis dans une relation contractuelle, mes actionnaires votent. Après tout, l'entreprise fonctionne comme elle fonctionne dans le cadre dans lequel nous sommes. Si il y a des gens qui sont choqués, ça ne sert à rien de verser des larmes de crocodile, comme on en a entendu beaucoup sur ces questions-là depuis des années, parce que c'est pas la première année qu'il y a un sujet, et pas seulement avec Monsieur Tavares. Et maintenant, il faut agir. Et nous le prenons au mot, et je dépose, au nom de la France Insoumise, une proposition de loi pour qu'on n'ait plus ces salaires mirobolants, et pour fixer une limite, un écart maximum entre le plus petit salaire d'une entreprise et le plus grand, par morale, mais aussi par efficacité économique. Alors, justement, on va revenir sur le détail de cette proposition de loi, mais attendons une petite minute sur le salaire du PDG de Stellantis. En quoi vous trouvez que c'est scandaleux, proprement parler? C'est scandaleux à plusieurs titres. D'abord, d'un point de vue moral, c'est 1700 fois le SMIC. Quel être humain a 1700 fois les besoins de quelqu'un d'autre? Ou pour quelqu'un qui a une vision extraordinaire. Mais il n'a pas 1700 fois les besoins d'un autre être humain. Et à ce que je sache, il y a, même dans les grilles salariales, selon le niveau de qualification, le niveau d'études, etc., des écarts qui sont acceptables, mais pas de cette nature-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, je m'inscris en faux avec ce qu'a dit François Langlais, mais Carlos Tavares n'est pas un patron extraordinaire. Carlos Tavares est un patron qui refuse de relocaliser 18 milliards d'euros de bénéfices en un an, c'est quand même pas rien. Mais à quel prix? C'est un patron qui refuse de produire en France la 208 électrique, qui pourtant a un soutien fiscal de l'État sur le leasing, qui refuse de produire en Italie l'Alfa Romeo Milano. C'est un patron qui dit qu'il n'y a pas de problème avec le diesel, que la transition électrique, on pourrait attendre encore et encore. C'est pas ce que j'appelle avoir une vision d'avenir pour l'industrie automobile. Donc, il y a la question morale, il y a la question de cet argent qui est prélevé sur l'entreprise et sur les salariés au lieu d'être investi et distribué, et puis il y a la performance même du patron, et en l'espèce, je ne suis pas d'accord avec sa vision de l'industrie automobile. Alors, ce qu'on entend à travers les propos de Mathieu Stavel, c'est qu'en fait, Carlos Tavares fait son succès au détriment de l'entreprise et des salariés. Je ne veux pas me mettre dans la peau de l'avocat de Carlos Tavares, quoi qu'il fasse. C'est pas ça. Mais plusieurs éléments dans ce que vous dites qui méritent, à mon avis, au moins discussion. D'abord, vous dites, effectivement, un patron n'a pas 1700 fois les besoins. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi de Kylian Mbappé. C'est vrai de Beyoncé. C'est vrai de gens qui ont du talent. Mais on a l'impression que c'est ça qui vous démange. C'est que vous êtes... Non pas vous personnellement, je veux dire, je prends plaisir à discuter avec vous, c'est des sujets qui me passionnent, et comme vous, mais que finalement il y a une espèce de ressentiment contre la réussite, et que dès qu'il y a quelque chose qui sort la tête, boum, on sort le marteau, alors fiscal, réglementaire, mais pardon, alors, et là-dessus je pense qu'on ne peut pas se contredire, mais si vous faites ça, j'entends la logique, mais un jour ou l'autre, les gens qui prétendent, à tort ou à raison, parce que il y a des gens qui prétendent à tort valoir cher, mais ceux-là, ils partiront ailleurs. On est dans un monde libre, et ça vous embête, mais c'est heureusement encore la réalité. Peut-être que ça changera si vous venez au pouvoir, mais aujourd'hui, si je ne suis pas content, je peux aller travailler, et que j'en ai la possibilité. C'est pas réservé à tout le monde, il faut effectivement avoir des compétences de langue, d'aptitude, etc. Mais je peux aller travailler aux Pays-Bas ou en Patagonie. C'est ou aux États-Unis et traverser l'Atlantique. Alors on est dans village gaulois, on dit oh là là, mais un gars qui réussit, il faut l'assommer tout de suite et prévoir, enfin s'organiser pour que ça n'arrive plus jamais. Plusieurs choses. C'est dommage. Pour vous répondre, Monsieur Langlais, d'abord,
la situation de M. Carlos Tavares, qui est un dirigeant d'entreprise, n'est pas celle d'un footballeur ou d'un artiste. Kylian Mbappé ou Beyoncé ne donnent pas d'ordre à des milliers de salariés et leurs profits ne dépendent pas de la manière dont ils payent moins bien les autres. Une incise, je ne vous interromps pas longtemps. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur Langlais, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Une nuance, si vous permettez. Parce qu'on peut très bien, et je m'arrête tout de suite, mais on peut très bien retourner l'argument. C'est-à-dire dire cet homme-là a la responsabilité de 250 000 personnes quand Mbappé ne fait jamais que taper dans un ballon sur de l'herbe. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Mbappé? Pardon, excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Mbappé? C'est intéressant parce que Carlos Tavares lui-même se compare à un joueur de football ou même à un pilote de Formule 1. Et quand on regarde les rémunérations, il est plutôt dans la fourchette basse. Alors, ce sont 3 champions. On peut le dire. Pourquoi est-ce que ça vous choque alors? Mais je ne suis pas d'accord. D'abord, moi, je suis effectivement pour qu'on applique la limitation que nous proposons à tout le monde. Vous allez avoir les Jeux Olympiques, vous avez plein d'athlètes formidables qui vont essayer d'avoir des médailles olympiques, qui ne gagnent pas ce que gagne Kylian Mbappé. Et à ce que je sache, leur motivation n'est pas l'appât du gain, mais la performance sportive, la capacité à se dépasser, la beauté, en quelque sorte, de l'exploit ou de la performance qu'ils sont capables d'accueillir. Tout le monde ne cherche pas la performance pour la réponse financière qu'il peut en attendre, y compris dans le monde de l'entreprise. Vous avez des patrons qui dirigent des entreprises avec des niveaux de rémunération qui ne sont pas ceux-là. Vous avez, pour prendre un exemple, M. Raymond, qui a accepté d'être le PDG d'EDF avec une limitation de 1 à 20. C'est quand même un défi industriel qu'il a du mérite d'avoir accepté, et il le fait en sachant que son salaire est plafonné. Donc je ne vois pas pourquoi ce qui serait possible pour ce type de situation ne le serait pas dès lors qu'il s'agit de... Alors vous voulez donc plafonner, si je comprends bien, vous voulez plafonner le salaire des grands patrons. À quelle échelle? Nous, ce qu'on propose, c'est de fixer un écart maximum. Un écart de salaire maximum de 1 à 20 dans les entreprises. C'est-à-dire, si le plus bas salaire, c'est le SMIC... 1 à 20, c'est pas beaucoup quand même. Ça ferait 300 000 euros pour le patron de Stellantis. Ça fait 30 000 euros par mois, 400 000 euros par an. Mais M. Stellantis passe son temps à dire « je vais trouver des ouvriers qui coûtent moins cher ailleurs ». Eh bien, nous disons « nous serons capables de trouver des patrons qui coûtent moins cher ». Voilà ce que nous avons à dire. On ne peut pas accepter que parce que M. Tavares fasse une sorte de chantage, alors on est obligé de s'aligner sur lui. 1 à 20, c'est un écart. Ça veut dire que si M. Tavares veut s'augmenter davantage, il peut le faire à condition d'augmenter davantage ceux qui sont en bas de l'échelle. Ce n'est pas un plafond maximum, c'est un écart maximum que nous proposons. Alors, c'est quand même, ce débat est quand même un vieux serpent de mer, si je puis dire. Vous n'êtes pas le premier à avoir essayé et on arrive toujours à une même impasse, Catherine. C'est-à-dire le fait que c'est un peu inconstitutionnel de vouloir plafonner ces salaires. C'est ce que disent les juristes aujourd'hui. C'est ce que le Conseil constitutionnel dirait non, en disant que finalement, ça sanctionnerait la liberté d'investir. Et au-delà de ça, même si la proposition de loi, elle passait, vous savez qu'il y a aussi le droit européen qui est moins contraignant. Par exemple, Stellantis, son siège c'est à Amsterdam et le droit européen dit le vote des actionnaires, il est consultatif, il n'est pas obligatoire. Il pourrait décider quand même d'augmenter son salaire. Il échapperait à la loi française. Donc finalement, cette proposition de loi ne serait pas utile. Mais si, bien sûr, mais avec deux éléments de réponse. Sur la question constitutionnelle, c'est pour ça que je vous dis que nous proposons un écart et pas un plafond fixe, parce que nous considérons que la stratégie de l'entreprise peut être de bien payer ses très hauts dirigeants, mais par contre, pour cela, il faudra qu'elle paye mieux ses salariés. Et par rapport à la question européenne, je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que nous proposons en France une proposition de loi, mais que dans le même temps, nous portons dans les élections européennes avec Manon Aubry l'idée qu'il y ait une directive européenne qui fixe cet écart, parce qu'il faut effectivement garantir une forme d'égalité aussi à l'échelon européen. François Langlais. Non, juste, là où je vous rejoins, c'est qu'on ne peut pas faire fi de la question de l'acceptabilité sociale. Après, vous noterez comme moi que ce n'est pas la même dans les différents pays, et qu'elle varie d'ailleurs en fonction des époques, parce que il y a 35 ans, le lointain prédécesseur de M. Tavares, c'était Jacques Calvet. Vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais le Canard enchaîné avait révélé sa feuille d'impôt. Ça avait fait un scandale, parce qu'à l'époque, il gagnait 2 millions de francs par an, c'est-à-dire l'équivalent de vos 300 000 euros. En réalité, ça serait 600 000 aujourd'hui. Mais, donc ça varie suivant les pays, les cultures, ça varie suivant le temps, pour autant ça existe. Ce que je ne comprends pas dans votre proposition, c'est que le gouvernement a un instrument pour faire respecter ça. Ça s'appelle les impôts. Donc, qu'il décide, ou que vous, en tant que parlementaire d'opposition, vous disiez désormais, on veut frapper à tant de pourcents les rémunérations au-dessus de tel seuil. C'est évidemment un instrument légitime. On peut le critiquer.
en vertu des arguments qu'on développait tout à l'heure de compétitivité. Enfin, je veux dire, il y a un débat, c'est normal. Mais pourquoi réguler en fixant à l'euro près les rémunérations ? On n'est pas en Union soviétique. Laissez les gens faire ce qu'ils souhaitent. Monsieur Langlais. Juste un petit mot. Pas vous. Un dernier mot. Vous êtes plus subtil que ça. Ça, c'est la façon gentille de dire des méchancetés. Non, vous parliez de chantage. Mais pardon, ça s'appelle le marché. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui vaut un certain prix, vous avez ses employeurs, en l'occurrence ce sont les actionnaires, les patrons du patron sont les actionnaires, ils le veulent. Ils veulent absolument Tavares. Oui, mais... Peut-être qu'ils se trompent. Les résultats de 2023 ne semblent pas leur donner tort. Vous ne pouvez pas nier, Mathias Tavel, qu'il y a un marché des grands dirigeants internationaux. D'ailleurs, Carlos Tavares se compare au patron de Boeing. Il est à peu près payé 30 millions et quelques d'euros aussi. On ne vit pas dans une bulle en France. Boeing, dont les avions se pètent la figure régulièrement. Mais on touche du doigt quelque chose qui est très juste. Vous dites c'est les actionnaires qui sont les patrons du patron. C'est vrai aujourd'hui. Mais une entreprise, ça n'est pas que des actionnaires et un patron. Non, c'est des salariés, c'est un impact sur la société, c'est des enjeux d'intérêt général, notamment sur la question écologique. C'est ça qui fonde la légitimité de l'intervention de la loi, selon nous. C'est pas juste, c'est chez vous, faites comme vous voulez. Non, ce que vous faites a un impact plus global. Donc ça, c'est la raison principale. Et puis, non, mais la loi, elle intervient dans les conventions sociales, elle intervient dans les réglementations écologiques. Mais pour nous, elle doit intervenir aussi dans ce cas-là, parce que l'argent qui est prélevé pour verser le salaire de M. Tavares, et pour qu'il ait un tel salaire, l'argent qui est prélevé pour qu'il satisfasse les actionnaires, quand même plus de 5 milliards d'euros de dividendes, c'est un argent qui, lui, est pris dans les caisses de l'entreprise et qui ne sert pas, par exemple, à l'investissement dans notamment l'enjeu écologique. Mais ces actionnaires ont validé à 70% mais bien sûr, son parce salaire. que M. Tavares leur verse des dividendes. Ils ont leur connaissance du ventre. Exactement. Mais ça ne peut pas être le seul objectif d'une entreprise. Non, je suis d'accord avec vous. Ça ne peut pas être le seul objectif d'une entreprise. Mais vous dites 5 milliards, c'est évidemment énormément d'argent. Je souhaiterais quand même relativiser de deux façons. D'abord, c'est sur 18 milliards. Le reste, c'est de l'investissement. C'est pour les voitures de demain. Et c'est précieux. Et de ce point de vue, c'est très utile d'avoir fait des profits. Et c'est vrai que vous évoquiez la difficulté de la relocalisation. Derrière ça, il y a quand même, vous et moi, nous tous, le client. Le client n'est pas prêt à payer pour une voiture faite en France. Parce qu'il y a des voitures chinoises qui arrivent à prix cassé. Enfin, il y a tout un ensemble de dérèglements. Mais ça nous éloigne du débat. Le deuxième élément de relativisation, regardez l'histoire des dividendes de Peugeot depuis 2009, depuis la crise de 2009. Pendant 7 ou 8 ans, il n'y a pas eu de dividendes. C'était normal. L'entreprise était vraiment en difficulté. Et la communauté nationale s'est mobilisée pour la sauver. Elle a d'ailleurs bien fait, parce qu'aujourd'hui, l'État est toujours actionnaire. Lui aussi, c'est un actionnaire qui a perçu des bons dividendes. Bien sûr. Vous aurez noté comme moi... Et qui n'a pas voté contre la rémunération. Qui s'est abstenu, absolument. C'est que lui aussi a la reconnaissance du ventre. Et néanmoins, depuis hier, on entend beaucoup de salariés, certains syndiqués qui disent qu'ils sont incités à partir. En 2007, à PSA, c'était 70 000 salariés. En 2024, il n'y a plus que 38 000. Alors, c'est quasiment divisé par deux, ce groupe. C'est pourquoi ? C'est pour la bonne santé du groupe. Mais ça, si vous voulez, il faudrait regarder dans le détail, mais l'histoire de l'industrie, depuis le XVIIIe siècle, c'est une augmentation continuelle de la productivité. Les métiers à tisser, si vous passez avant l'invention du métier à tisser ou après, vous divisez le nombre d'emplois par 20. Bien sûr, mais on parle quand même de Carlos Tavares comme presque un moine soldat, un coupeur de coups, comme on dit. Écoutez, un cut killer. Encore une fois, les cas d'espèce sont probablement, il faudrait les regarder de près, mais le fait que l'industrie supprime des emplois, ce qui n'est pas licencié, pas la même chose, c'est des postes qu'on ne renouvelle pas, etc., c'est sa justification en quelque sorte. Parce que nous sommes derrière nos clients à demander les voitures moins chères. Combien de fois on l'a dit sur ce plateau ? Non sans raison, pardon, parce que le prix des véhicules électriques est quand même extravagant. Donc, alors vous allez me dire, la part du salaire est assez faible. Et tout. Oui, d'accord, mais enfin ces efforts-là, ils se font sur tous les postes de dépenses. Et c'est cet aiguillon-là, avec la pression de la concurrence qui a permis que petit à petit, on a augmenté la qualité des produits, on a baissé leur prix relatif. Vous savez, c'est l'histoire des tisserands. Donc, au début des années 1800, les Ludites se révoltent contre l'invention de la machine. On les comprend. Je veux dire, ils perdent leur boulot. Juste après, il n'y a plus que deux bons hommes par machine qui mettent quasiment un mois à la programmer. Mais la conséquence, c'est quoi ?
au-delà de la suppression des emplois des victimes, qu'il faut évidemment indemniser, mais c'est que le prix des vêtements chute considérablement. Et que du coup, les gens en achètent davantage, donc ça crée des emplois ailleurs, dans les magasins, et puis dans la publicité pour les fabricants de vêtements. Ce que je veux dire, c'est que si vous les élargissez la focale, ces suppressions d'emplois, elles ne sont pas forcément négatives. Encore une fois, j'insiste, il faut faire la distinction entre suppression d'emplois et licenciement. Donc convaincu, Mathias Tavel, finalement c'est bon pour les Français. Non, parce qu'en plus, les suppressions d'emplois qui ont lieu là, elles n'ont pas lieu parce qu'on aurait découvert un progrès technique ou parce que PSA aurait fait un progrès technique. Quand même, si. C'est juste au Et il est contraire. continuel, ce progrès technique. Oui, mais en l'espèce, c'est pourquoi ? C'est parce que PSA, Stellantis, mais PSA, comme d'autres groupes industriels, ont choisi d'aller produire leurs voitures ailleurs, notamment en Chine, que maintenant les Chinois nous les ramènent, qu'on est allé casser les prix en allant payer moins cher ailleurs des salariés et qu'on met en concurrence les gens. Et y compris sur le progrès technique, Stellantis, PSA et M. Tavares, quand j'entends ce qu'ils disent sur la question de la voiture électrique, je pense qu'ils ne sont pas dans une vision d'avenir pour leur industrie. Alors, ce qu'on entend quand même à travers de continuer à être en retard. Ce qu'on entend à travers les propos de François Langlais, c'est quand même que c'est un débat universel qui a lieu également au Royaume-Uni, où là, eh bien, les groupes se plaignent de ne pas pouvoir assez payer leurs grands patrons. Donc, c'est à l'inverse de la France. Est-ce que finalement, c'est pas un débat qui a lieu chaque année et qui est comme une ritournelle et qui est un peu un vœu pieux ? C'est un débat qui a lieu chaque année, notamment parce qu'on n'a pas pris les dispositions, et en l'espèce la loi que nous proposons, pour que ce débat n'ait pas lieu. Et qu'il y ait une limite fixée comme on le propose, de 1 à 20. Ça laisse quand même de beaux restes, parce que 32 000 € par mois, c'est quand même confortable. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, je pense que beaucoup s'imaginent ce que ça peut représenter. Mais la question, c'est comment on fait pour avoir des chefs d'entreprise efficaces, dévoués à l'intérêt collectif, l'intérêt de la société, l'intérêt de l'entreprise au sens d'outils de production communs et pas seulement à l'intérêt financier des actionnaires. Parce que sinon, on se retrouve avec des super profits qui alimentent des super salaires, qui deviennent des super patrimoines et à la fin, une toute petite minorité qui concentre toutes les richesses et c'est toute la société qui en pâtit. François Langlais, dernière question. Carlos Tavares sait que son salaire va choquer. Il y a 2 ans, c'était à peu près déjà le même débat et pourtant son salaire a gonflé. Est-ce qu'il y a là une forme de petite provocation ? Je pense pas. Enfin, écoutez, il faudrait lui poser la question. Oui, bien entendu, mais c'est ce que beaucoup retiennent de cette attitude et même de la façon dont il a répondu aux médias. Non, moi je le dirais de façon différente. C'est l'observateur qui parle, évidemment. C'est qu'entre-temps, il y a eu justement cette réussite très rapide de l'intégration entre Fiat Chrysler d'un côté et Peugeot Citroën de l'autre. C'est-à-dire que le gros est fait. C'est pas pour ça que c'est fini. D'ailleurs, il s'en va pas. Mais de ce point de vue, c'est ça qui fait exploser les composantes variables de sa rémunération. Il y a un contrat, il l'a dit lui-même. À partir de là, il y a des critères qui sont définis. Et ces critères, lorsqu'une opération est réussie, mécaniquement, ils provoquent une augmentation de la rémunération. C'est comme ça que je le comprends. En tout cas, cet argent, c'est le fruit d'un travail. On ne peut pas dire qu'il a... Et le travail des salariés. Le fruit du travail des salariés. Et encore une fois, un salarié qui voudrait gagner ce qu'a gagné M. Tavares, il faudrait qu'il travaille au SMIC pendant 1700 ans. Il aurait fallu qu'il commence à travailler, je ne sais pas moi... peut-être avant Charlemagne, avant Clovis. C'est pas entendable, y compris pour la motivation, la reconnaissance qu'on doit aux salariés d'une entreprise que d'avoir de tels écarts. Vous me permettez une question ? C'est même contraire à la bonne productivité de l'entreprise que d'avoir de tels... Alors, ça sera le mot de la fin. Vous me permettez une question ? Allez-y rapidement. Je ne comprends toujours pas pourquoi le salaire de Mbappé vous choque pas, si c'est ça. Mais je vous ai dit que j'étais favorable à ce qu'on applique le... donc on plafonne tout le monde, on crée un écart entre tous les Français. Mais regardez dans le rugby, dans le handball, ils sont beaucoup moins payés et ils sont aussi bons qu'Mbappé. Bon, alors on espère que vous porterez cette loi jusqu'au bout. Enfin, on l'espère. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour cette loi. Voilà. Je vous remercie pour ce bras de fer. On retrouve tout de suite Anne Seften qui est aux commandes de LCI Midi. Et quant à la bande, Julien Arnaud, Catherine André. Merci et à demain.